C'est une très vieille histoire que nous allons vous raconter. Elle remonte à plus de 3 600 000 années. C'est notre histoire de famille. À l'aube du 3e millénaire, nous avons entrepris de vous la rapporter sans interruption, de la préhistoire à l'histoire, dans l'ordre chronologique des découvertes, telles que vous ne l'avez jamais vu ou entendu. C'est le roman de l'homme. Un crâne d'homme de la préhistoire. Il en a observé des choses, cet homme, autour de lui. D'abord dans cette Afrique où il semble bien qu'il ait pris naissance, voici 3 600 000 années, et où il s'est mis debout. Ensuite, il a taillé des silex, cueilli des graminées, il a chassé, il s'est rendu maître du feu. Et depuis, il a marché inlassablement. L'homme est l'unique bipède absolu. Il a fait aussi ce qu'aucune autre créature vivante n'avait jamais entrepris avant lui. Il a enterré ses morts. À présent, il a rendez-vous avec l'art. L'art a été, dès ses plus humbles origines, la réalisation de pressentiments de quelques-uns répondant aux besoins de tous. L'art qui exprime la vie est mystérieux comme elle. Denis Vialou, préhistorien, spécialiste de l'art, va nous accompagner dans nos recherches. Chaque année, on découvre des grottes. Ces dernières années, en France, 2 très grandes découvertes ont été faites. Cosquer, d'une part, la grotte sur la commune de Marseille, la grotte sous-marine, actuellement sous-marine, sous le niveau de l'eau, et il y a 2 ans environ, la grotte Chauvet. L'une et l'autre sont exceptionnelles pour des raisons qui sont assez différentes. Cosquer rassemble des représentations, des peintures et des gravures qui sont de style, c'est-à-dire d'apparence, très contrastées. Ce qui avait fait soulever un certain nombre de questions, et j'étais de cela, et il est légitime, quand on est chercheur, de poser des questions. Je dirais même, il est parfois préférable de s'en poser que de ne pas s'en poser. On n'avait pas imaginé qu'on pourrait un jour découvrir l'art à l'intérieur d'une grotte marine du littoral méditerranéen, ornée, voici des milliers d'années, alors que le niveau de la mer était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Nous sommes à Cassis, non loin de Marseille. C'est là qu'en 1991, un plongeur professionnel nommé Henri Cosquer va faire une extraordinaire découverte. Quand en 1985, Henri Cosquer achète un nouveau bateau, il lui conserve le nom que lui a donné le vendeur, le Cro-Magnon. Et ce, bien avant de rencontrer la préhistoire au détour d'une plongée. C'est au cours de cette plongée qu'Henri Cosquer explore à moins 40 mètres un long boyau de 200 mètres. Une fois arrivé au bout... Il faut s'imaginer qu'il y a les 2 tiers sous l'eau. Et toute l'arrivée en plongée, dans les 2 tiers de cette salle, se fait dans des piliers de stalactites, de stalagmites. Et ça, dans une eau qui est cristalline, avec au fond une vase qui est blanche, on dirait qu'il a neigé. Je veux dire, c'est toute beauté, quoi. C'est déjà au niveau du regard et de l'arrivée, c'est un endroit majestueux. Et c'est vrai qu'ensuite, on fait surface. Et donc, on voit toutes ces colonnes qui sortent de l'eau, avec des couleurs totalement différentes de ceux qu'il y a sous l'eau. Ici, il n'y a pas de grotte ornée, il n'y en a jamais eu. C'est la première grotte ornée qu'on trouve sur la façade méditerranéenne. Et c'est vrai que même dans cette salle, j'ai dû y aller au moins 10 ou 15 fois avant de tomber sur la première peinture. Un jour, il décide d'aller explorer un puits de l'autre côté de la grotte. Donc je trimballe mon matériel, j'ai posé mon matériel pour souffler par terre, j'ai posé la lampe dessus, et sur quoi la lampe, le faisceau est tombé en plein sur la mer. On regardait la mer, le premier mot que j'ai dit, qui c'est qui venait délirer là-dedans. Ensuite, comme je fais beaucoup de photos sous-marines, j'ai fait les photos de la mer, j'ai mitraillé un peu tout autour. Quand je suis sorti, j'ai dit à mon frère, j'ai vu une mer. Ma foi, à minuit et demi, il m'a dit, on rentre, on va casser la croûte, on verra bien demain. Hein, voilà.
Et donc j'ai attendu que les photos soient développées, parce que sachant pas, bon, c'est sûr que je l'ai vu, mais en étant tout seul, il n'y a personne pour vous penser, on ne sait pas si c'est un rêve, c'est pas un rêve. Henri Cosquer n'y tient plus. Il retourne à la grotte avec ses moniteurs de plongée qu'il a mis dans la confidence. Le silence, le recueillement, l'insolite et soudain la surprise. Comment dormir sans rêver de ce qu'on a vu et cauchemarder à l'idée que le monde entier l'ignore? Mais d'abord, très vite, cette découverte, il faut la déclarer. Nous, dans le monde de la plongée, on s'attend plus à découvrir une épave, des amphores ou autre chose, quoi. Mais découvrir une grotte préhistorique, bon, ma foi, à qui on déclare ça? Alors, n'étant pas du tout au courant, j'ai dit, on va aller aux affaires maritimes. Et qu'eux m'ont répondu que c'était pas chez eux qu'on devait déclarer. Alors donc, ils m'ont dit, vous allez à la DRASM, c'est la direction régionale de l'archéologie sous-marine à Marseille. Et eux m'ont dit, mais les déclarations, ça se fait aux affaires maritimes. Déjà, la balle de ping-pong. Donc je suis retourné aux affaires maritimes et le gars ne voulait pas enregistrer la déclaration parce qu'il n'avait pas de formulaire. Donc il a fallu que je sois accompagné d'un homme de loi pour qu'il enregistre la déclaration. Pour authentifier la grotte, il fallait trouver un scientifique qui sache plonger. On fit appel à Jean Courtin, qui n'était pas un spécialiste des grottes ornées, et le préhistorien Jean Clotte est appelé pour aider son ami. Nous retrouvons ici Jean Clotte qui va nous parler de la grotte Cosquer telle qu'il l'a vue à distance. Une des importances majeures de la grotte Cosquer, c'est qu'on s'aperçoit que le biotope, l'environnement, avait une influence sur les croyances des gens. Là, ils ont choisi, ils habitaient au bord de la mer, à 4-5 km, parce que le niveau de la mer était beaucoup plus bas que maintenant, les côtes n'avaient pas la même configuration. Ils habitaient au bord de la mer, ils dessinent des animaux marins, des phoques, des pingouins, peut-être des poissons aussi et des méduses. C'est pas un hasard. Et on s'aperçoit donc que l'environnement, les animaux qui avaient l'environnement, étaient ceux qui étaient choisis pour les forces, les esprits, pour représenter les forces et les esprits auxquels ils faisaient appel dans leurs cérémonies. Dans la grotte Cosquer, il y a beaucoup de domaines négatifs, pas toutes, mais beaucoup qui ont les droits interrompus. C'est-à-dire qu'il manque des phalanges. Alors là, il y a eu toutes sortes de théories. Il y en a qui ont dit que c'était peut-être les gens qui se coupaient des bouts de doigts pour montrer leur courage lors de cérémonies d'initiation, à l'occasion de la mort d'un être cher, etc. Il y en a d'autres qui ont dit que c'était des mutilations, c'était dû au gel ou à certaines maladies. Un autre type d'explication qui a été avancé par le roi Gourin, c'est que ce n'était ni des mutilations volontaires ni pathologiques, mais simplement les gens qui repliaient les bouts de doigts, les doigts, et qui appliquaient les mains comme ça sur la parole, puis soufflaient de la peinture. Et ça, c'est une sorte de langage gestuel que connaissent tous les peuples de chasseurs. Si vous allez à la chasse, si vous voulez dire à votre copain, attention, tu as un bison à 200 mètres, vous allez faire peut-être des gestes et vous n'allez pas crier, bien entendu. Donc, les peuples chasseurs connaissent bien les langages gestuels, qui sont également des langages rituels, parfois. Et l'idée de Laura Gourin, moi, je pense que c'est celle qui est la plus vraisemblable. Un peuple est comme un homme quand il a disparu. Rien ne reste de lui s'il n'a pas pris soin de laisser son empreinte sur les pierres du chemin. Le ministère de la Culture a pris connaissance du dossier. Il est prévu, pour les découvertes faites dans des grottes sous-marines, un système de récompense auquel veut prétendre Henri Cosquer. J'ai pris mon papier, le stylo et j'ai écrit.
Alors là, j'ai eu encore une réponse étonnante du ministère de la Culture qui m'a répondu que la grotte n'était pas immergée, mais que donc elle est exondée, donc c'est un patrimoine terrestre et que je n'ai pas le droit à la récompense. C'est, parfois, à part qu'il faut juste rentrer à moins de 40 mètres, 200 mètres de galerie pour y aller. Bon, ça, c'est la réponse. Je fais une deuxième découverte, c'est sûr et certain, je ne dirai rien. Je trouverai un moyen que ça cherche, mais surtout pas en France. Changement de décor. Vallon-Pont d'Arc, 18 décembre 1994. C'est là qu'un merveilleux cadeau de Noël va être fait à un autre inventeur, Jean-Marie Chauvet. Là aussi, très vite, les choses se compliquent. La législation française sur les découvertes est très contraignante. Elle tente à protéger les vestiges de la préhistoire de la maladresse ou de la cupidité des inventeurs. Il s'ensuit parfois des controverses, des querelles et des procès. La direction du patrimoine, qui a refusé la récompense pour Cosquer, a interdit toute diffusion des images que Jean-Marie Chauvet a réalisées dans la grotte. Un ouvrage apparu. Il est postfacé par Jean Clotte, qui le feuillette devant nous. On a choisi cette image pour la couverture, parce que cette image est assez extraordinaire, avec ce troupeau de rhinocéros. Ça, c'est unique, un troupeau de rhinocéros dans l'art préhistorique. Et ce qui est unique aussi, c'est la façon dont ils ont fait la perspective. D'abord, ils ont dessiné cet animal, ici, et puis ils ont mis les cornes plus grandes que lui pour les mettre véritablement en perspective. Et les cornes des animaux qui sont un peu plus éloignés sont plus petites. C'est la vraie perspective, c'est la perspective de Léonard de Vinci ou de Piero della Francesca. Et ils ont également raclé l'extérieur du corps des animaux pour les mettre en relief. Ça, c'est un art extrêmement sophistiqué. Ça, c'est un animal aussi extraordinaire, c'est un hibou. Et ce hibou qui est gravé à plusieurs mètres au-dessus du sol est vu de dos. Il y a une aile ici, il y a l'autre aile qui est là. Il a été fait du bout du doigt. Et il nous regarde. C'est-à-dire qu'il est vu de dos et la tête est vue de face. Et ça exprime la caractéristique des hiboux qui ont la capacité de tourner la tête complètement. Ça, c'est le grand panneau des chevaux qui est très grand, puisque d'un bout à l'autre, il y a à peu près 7 mètres. Et à gauche, avec les chevaux, les rhinocéros affrontés. À droite, il y a des rennes, bisons. C'est vraiment un panneau assez extraordinaire et qui a été construit structuré autour d'un creux dans la paroi. Dans la salle du fond, il y a cette image extraordinaire de lion ici qui semble chasser un troupeau de bisons qui sont juste devant eux. C'est rare d'avoir des scènes dans l'art paléolithique, et ça, c'est une des scènes majeures que l'on connaisse actuellement. La forme d'une bête rencontrée dans les bois et qu'il faut craindre ou retrouver, l'homme en fixe l'allure et la forme en quelques traits sommaires. C'est vrai qu'à Chauvet, on a daté des rhinocéros et des bisons de 32 000 ans. 32 000 ans, aurignacien, homme de Cro-Magnon, pratiquement le double de Lascaux. C'est une découverte fantastique. Il se trouve qu'à Chauvet, à quelques mètres de là, des traces de torches sur la paroi, des mouchis de torches ont été datées. 26 000 ans. Avec que venait-il faire quelques milliers d'années après ces aurignacien? Et toujours à Chauvet, des charbons sur le sol ont été datés vers 22 000 ans. Qui a fait quoi à Chauvet? Je pose la question. Cosquer, une main négative, ces fameuses mains négatives de la préhistoire, un échantillon 2 fois daté à 27 000 ans. Ça y est, toutes les mains négatives ont 27 000 ans. Ces 2 grottes exceptionnelles qui viennent d'être découvertes nous amènent, nous préhistoriens, d'abord à observer une certaine prudence quant à la vénération que l'on peut avoir pour le dieu Chronos.
Que signifie une datation isolée par rapport à un grand laps de temps? Peut-être que ces grottes, ces sanctuaires, Lascaux et d'autres, ont servi, ont fonctionné, pour parler de façon triviale, pendant des millénaires et des millénaires. Au moins, ces datations nous montrent ça. L'astrophysicien Hubert Reeves nous parle de la sacralité probable des peintures de la préhistoire. Vous savez que tout le monde discute encore de savoir pourquoi le peintre de Lascaux faisait-il ces fresques. Un très beau livre d'André Leroi-Gourhan qui s'appelle « La préhistoire de l'art occidental » discute de cette question et propose l'hypothèse, qui est généralement d'ailleurs reconnue par beaucoup de gens, c'est que c'est également une manifestation de sacralité. Ça n'est pas comme on l'a pensé simplement pour la chasse, pour augmenter ses chances. C'est aussi également quelque chose comme une manifestation, comme un culte, disons, c'est imprégné de sacralité. Et ça, on le retrouve par exemple au niveau de tous les tribus dites primitives qui existent aujourd'hui. Ces tribus ne peignent pas comme nous pour l'esthétisme. Ils ne font pas des tableaux pour être beaux. Les cultures africaines, par exemple, la notion de « il faut faire beau » n'est pas étrangère, mais n'est pas fondamentale. L'art est surtout une sorte de communication par le chaman, avec un au-delà, avec quelque chose. Donc je pense également, enfin je pense, c'est pas mon domaine, mais je suis d'accord avec M. Leroi-Gourhan quand il disait que les tableaux des cavernes qu'on retrouve un peu partout dans toute l'Europe sont des manifestations d'une prise de conscience d'une sacralité. Donc je dirais en ce sens que les premières traces de cette prise de conscience chez les êtres humains date de plusieurs dizaines de milliers d'années. 1994. Nous sommes au Portugal, sur le site de Foscoa. Un petit village tranquille, qu'une découverte pourtant visible au grand soleil depuis des millénaires, parce qu'elle est menacée de destruction, ne va pas tarder à révolutionner. Je travaillais dans la région de Foscoa avec ma femme, en fouillant un habitat du Chalcolithique et de l'âge du bronze. De cet habitat, qui est sur une élévation, on peut voir la vallée de la Coa. Mais j'étais loin de savoir que là, à quelques 5 km à vol d'oiseau, on avait découvert des gravures du même style de celles qui sont ici dans les parois de ces grottes de la Dordogne. Toute la vallée était comme une espèce de grotte à l'air libre, où les figures étaient placées dans des roches particulières, parfois unes sur les autres, pas au hasard, mais intentionnellement. Quand on s'est aperçu que les figures étaient visibles à certains moments de la journée par rapport à d'autres, c'est-à-dire il y avait tout un jeu de visibilité et d'invisibilité dans ces figures, on a compris que c'était le silence de la vallée, le son de l'eau elle-même. Les oiseaux, les arbres, enfin toute l'ambiance qui était le vrai monument. La communauté internationale est avertie, et notamment Jean-Claude, qui est prévenu par Madame Mila Simon de Havre. La première fois que j'ai entendu parler de Foscoa, c'est lorsque une collègue portugaise m'a écrit en m'envoyant quelques photos et en me disant « On a trouvé tout un tas de gravures dans une vallée du nord-est du Portugal. Apparemment, elles sont paléolithiques, qu'est-ce que vous en pensez ? Et elles risquent d'être détruites par un barrage. Est-ce que vous pourriez écrire au président de la République portugaise pour attirer son attention sur la valeur de ce patrimoine ?» C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et puis, quelques temps après, peut-être une quinzaine de jours après, j'étais appelé par le secrétariat d'État à la culture du Portugal et envoyé également par l'UNESCO pour faire une expertise sur place. Et j'ai dit effectivement que c'était, à mon avis, des gravures paléolithiques. À ce moment-là, on en connaissait une cinquantaine. C'était en novembre 1994. Un grand scandale, disons, est éclaté dans la presse, dans les moyens de communication de masse, parce qu'on s'est aperçu qu'un barrage allait été bâti de façon à remplir toute cette vallée d'eau et à faire que ces gravures seraient, dans un premier moment, noyées
naturellement, et à long terme ou à milieu terme, certainement détruites. Denis Vialou, venu au nom du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, remet un rapport à Mário Soares, président de la République du Portugal, et déclare « Le site de Foscoa doit absolument être préservé à n'importe quel prix et dans les plus brefs délais. » Et c'est alors que toute une movimentation s'est faite, et ce mouvement en faveur des gravures, ce n'était pas seulement un mouvement des archéologues, c'était un mouvement des enfants des écoles locales et après de tout le pays, qui écrivaient des lettres par des milliers, et ça toujours dans la presse, dans l'ouverture des téléjournaux, etc. Et heureusement, le nouvel gouvernement qui est sorti des élections du 1er octobre 1995 a décidé, c'est historique parce que c'est la résolution numéro 4 du Conseil de ministres, c'est-à-dire une des premières résolutions de ce nouvel gouvernement, c'était arrêter le barrage, donner le temps aux archéologues pour étudier cette vallée et très probablement finir pour demander le classement comme patrimoine de l'humanité à l'UNESCO et faire le barrage dans une autre vallée et conserver ces gravures définitivement comme une espèce de grand musée à l'air libre. Ce qui est une grande première. À ma connaissance, c'est la première fois au monde qu'un gouvernement abandonne un ouvrage de cette importance pour préserver des gravures rupestres. On représentait là l'humanité entière dans sa volonté de conserver, n'est-ce pas, un de ses chapitres les plus fondamentaux, c'était la capacité de l'homme du paléolithique supérieur, c'est-à-dire d'il y a environ 20 000 ans, d'organiser le paysage naturel à l'air libre. Avec Foscoa, c'est l'art du plein soleil, impudiquement offert au vent, aux bêtes et à l'homme qui passe. Le site de Foscoa nous montre bien que l'art de la préhistoire est vraiment un art de la nature, dans la nature, non plus isolé pour les raisons symboliques qui sont propres aux grottes, mais plongé dans un quotidien qui réunit en même temps les enfants, les vieillards, les hommes, les femmes, les chasseurs, etc. C'est tout à fait fondamental que de découvrir cette dimension dans la préhistoire, parce qu'elle nous permet de mettre en relation les individus, en relation de société, de sens. L'art de plein air est exposé à tout vent et à toute culture, à toute confrontation. Il nous donne la dimension horizontale qui lui manque dans les grottes. Je crois que là, on est dans une parfaite complémentarité. La découverte de Foscoa, après Siega Verde et une poignée d'autres sites de plein air, est une découverte magnifique dans ce sens-là. Elle restitue cette dimension de la vie et de l'insertion dans la vie du monde imaginaire. Aussi bien en Afrique occidentale qu'en Australie, en Afrique du Sud qu'en Nouvelle-Zélande ou qu'en Norvège, on trouve des peintures rupestres qu'on avait d'abord attribuées, parce que c'était plus commode, à des bergers du Moyen-Âge. En vérité, partout dans le monde, on découvre des sites que l'on qualifie de très anciens. La notion même de préhistoire n'existait pas. Mais on découvre des peintures que l'on attribue aux sauvages, aux primitifs, aux premiers des primitifs. Et quand elles sont datées, ce qui est le cas d'un certain nombre d'entre elles, on s'aperçoit qu'elles remontent jusqu'à des périodes qui sont aussi anciennes que les périodes paléolithiques qui concernent notre préhistoire hexagonale ou notre préhistoire europocentriste. C'est très important de bien concevoir ça. Il y a 250 grottes ornées préhistoriques, il y a des centaines de milliers de sites avec des peintures et des gravures dans le monde. On voit bien l'extraordinaire disproportion. Qu'est-ce que cela signifie? Pour moi, très modestement, peut-être l'idée que les civilisations, même avec le recul, ne sont pas toutes égales à elles-mêmes et pendant le même temps. C'est que de temps en temps, dans la grande préhistoire de l'humanité,
il se passe des événements exceptionnels. Ainsi, d'un événement exceptionnel à un autre, allons-nous entrer dans le néolithique, l'âge d'or de la préhistoire.